Salut, salut! Très heureux de vous retrouver. School TV Le Mag, une demi-heure consacrée à la scolarité, à l'éducation de vos enfants. À chaque fois, une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national. Je regarde avec Alix Nguyen. Salut Alix! Salut Patrick! Pas une Alix, mais... Et oui, deux! Mais deux aujourd'hui sur ce plateau. Je vous la présente dans un instant. Voici le sommaire de ce nouveau mag. La mode, la mode, la mode! Et oui, le mag se met en mode création. On parle vêtements, stylisme, design, couture. Avec une femme ô combien talentueuse. Je vous la présente dans un instant. Comment créer sa marque? Comment la brander? Comment choisir sa cible? Comment faire pour grandir sereinement si possible? Quel rôle surtout? On le sait, en 2025 pour les réseaux sociaux, on pose toutes ces questions à notre invité. Dans un instant, il y aura une loupe, c'est avec Alix. Et on prend la direction du Calvados, où je vais vous parler d'un jeune talent qui a fondé sa propre maison de couture. On voit ça dans une dizaine de minutes. Faut que je fasse gaffe à se tourner tête à chaque fois, là. J'ai fini par me bloquer, il est un peu trop violent. On y va. Alix Capocci, là. Salut Alix. Bonjour. Bien dit, Capocci? Oui, c'est parfait. On est bien, c'est italien, on est bien. Tout à fait. Fondatrice de Kela Sportswear, c'est une marque qui est née quand? Qui est née il y a 2 ans. C'est une marque de brassière de sport pour les femmes aux fortes poitrines. D'accord. C'est un projet qui est né... Je me sens tout de suite exclu. C'est pas grave. On y va, les gars, on va faire une demi-heure. J'inclus pourtant 3/4 des femmes en France. Donc finalement, on n'arrête pas de me dire que c'est un projet niche, mais une niche qui a quand même une taille conséquente. Ouais, qui est conséquente. Tout à fait. C'est le cas de le dire. On dit souvent que pour avoir du succès, il faut savoir rester authentique. Oui. Est-ce que ça te parle? Oui. C'est le mot que j'ai utilisé sur mon premier post 2025 en faisant un peu le bilan de 2024, de 2023, enfin de mon aventure entrepreneuriale au total. Ouais. Et je me suis dit, ok, 2025, je veux que ça ressemble à quoi en valeur? D'accord. Ouais, pardon. Ils nous ont balancé des... Je vois des choses de mon compte Instagram. Oui, de son compte Instagram, tout à fait. Et en fait, voilà, je veux que 2025, ça soit l'authenticité parce que oui, on partage beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et on a besoin des réseaux sociaux pour se construire, se faire connaître. Ouais. Mais en même temps, j'ai pas envie de vendre quelque chose qui est faux, un mode de vie qui est faux. C'est ma vie de tous les jours. Je me lève. Bon, aujourd'hui, il y a une journée incroyable où je fais quelque chose d'incroyable, mais mon quotidien est plutôt banal. Je me lève, je travaille comme toutes les personnes. Et voilà, je voulais que ça ressemble à ça et pas besoin de se retoucher à plein temps pour être en brassière. Enfin, toute l'identité de la marque, c'est s'accepter tel qu'on est, même si on a des formes, on peut faire du sport, mais l'été, quand il fait 45, on peut être en brassière pour faire du sport, on n'a pas besoin de mettre un t-shirt pour se cacher. S'accepter, se challenger, se dépasser, c'est pour moi l'authenticité. Mais c'est parti d'un constat personnel? Ouais, tout à fait. En fait, je préparais un triathlon il y a 2 ans et je cherchais un maillot de bain avec une brassière dedans parce qu'on on nage, après on fait le vélo et après on fait la course et je voulais enchaîner le tout. Et en cherchant, je me suis rendu compte que ça n'existait pas du tout. J'ai eu un projet de cours où j'ai fait des micro-trottoirs. Pardon, te couper Alix, mais du coup tu cherches en France, tu cherches aussi à l'étranger? Pour l'instant que France, au départ. Mais là quand tu as cherché pour toi, tu as cherché un peu partout, en fait ça n'existe pas quoi. Tout à fait, j'ai cherché sur internet, dans les magasins, les grands revendeurs, partout. C'est une blague, il n'y a rien en fait. En fait j'essayais, ils me disaient mais là il y a une brassière intégrée, je l'ai regardé, je disais non, un élastique n'est pas une brassière, il faut un vrai maintien. Ça ne maintient pas là. Voilà, je ne peux pas courir. Et donc j'ai fait un micro-trottoir où j'ai interrogé... une 60aine de femmes en 1 heure et le constat était vraiment unanime où toutes me disaient ah oui mais moi non plus je trouve pas, j'achète trop petit comme ça m'écrase et ça me maintient mais en fait ça me cisaille les épaules, ça me fait mal quoi. Oui, ça, vraiment il y en avait qui finissaient en sang. Je fais un triathlon déjà c'est dur. Si on s'accommode en fait de cette exactement et donc après j'ai cherché des chiffres et c'est là où j'ai vu que 3/4 des femmes faisaient un bonnet C ou plus. Et moi du coup j'ai décidé de commencer au bonnet D là où la problématique était vraiment forte pour trouver une brassière. Donc j'ai fait 1 an et demi de recherche et développement, de prototypes. J'ai fait tester sur une 60aine de femmes parce que je voulais pas que ça soit uniquement moi qui essaye. Je voulais que toutes les tailles que j'allais proposer soient essayées, testées en conditions, etc. Et au bout d'1 an et demi, on a fini par trouver un modèle. Félicitations. Ouais, c'était chouette. C'était compliqué. Franchement, il y a beaucoup de moments où je me suis dit on n'y arrivera pas. On a dû créer des bonnets commandés aux États-Unis pour les développer parce qu'en fait les tailles ne sont jamais faites en France. Donc je ne sais même pas comment ces femmes font pour s'habiller, faire du sport pour vivre, très clairement. Et donc on va du 85D au 110G. On taille en taille lingerie plutôt qu'en SML parce que ça correspond pas du tout. SML, on peut être fine et avoir de la poitrine ou forte et pas avoir de poitrine. Et donc j'ai décidé d'adapter les tailles au maximum de femmes, que le vêtement s'adapte à la femme et pas la femme au vêtement. J'ai regardé aussi vos clichés parce qu'on parle de femmes à forte poitrine, qui font du sport, qui s'assument. Il y a un message très puissant aussi, je vois, dans tous ces clichés, dans ces photos. Tout à fait. Ça dégage un truc exceptionnel. Ouais. Je comprends pas que
On imagine encore une femme sportive comme une taille mannequin. Oui, peut-être qu'on peut l'être. On l'a vu aux Jeux Olympiques. On peut être très musclé, très, très fit. Mais en fait, on peut aussi avoir des formes et être sportive. On le voit dans les tenniswomen. On le voit dans les Paralympiques où ils sont quand même un petit peu moins formés. Et en fait, c'est juste naturel. La poitrine, c'est pas du gras, c'est notre morphologie. Et on nous met un peu une pression en mode ah mais du coup toi tu peux pas faire de sport. Moi ça m'énerve et je comprends pas qu'on n'ait pas pris ce problème là avant. Je sais pourquoi on l'a pas fait, c'est parce que ça coûte hyper cher de développer des tailles, en fait oui. C'est pour ça que les grandes marques l'ont pas fait et pourtant je crois que tu nous l'as dit initialement, au début de l'émission. C'est beaucoup de femmes. C'est peut-être pas une niche. Mais le 3/4 des femmes, c'est énorme. C'est énorme, mais en fait, la plupart des femmes achètent une taille trop petite, achètent quelque chose qui les compresse pour que ça maintienne. Alors que moi, j'ai créé quelque chose qui sont à leur taille et qui a été développé techniquement pour que ça maintienne, même si ça écrase pas. Et sauf que et c'est quoi cette technique précisément que les autres n'utilisent pas? Ouais, en fait, c'est une brassière classique, c'est un bandeau et des bretelles en très grosses qu'on va trouver dans toutes les marques. Moi, j'ai fait un bonnet qui a beaucoup de couture pour vraiment venir englober la poitrine. Déjà, à plat, on peut pas mettre la brassière à plat. Ça prend en compte le volume en fait. de la poitrine. Et donc, on a fait beaucoup de couture qui va venir englober. Donc, c'est-à-dire que sur le côté, le sein va vraiment être pris dans la brassière. Et j'ai quand même fait quelque chose d'esthétique, c'est ça qui a été compliqué, c'est que je voulais pas un truc qui monte jusqu'au cou, qui en fait la plupart des marques font ça quand elles font des tailles grandes, forte poitrine, je sais pas comment elles les appellent. Et donc moi j'ai fait quand même un col en V pour que ça soit joli, qu'il y ait un maintien. Et surtout, ce qui a été compliqué à développer, c'est que j'ai mis des aimants devant pour pouvoir l'enfiler comme un gilet, l'enlever une fois qu'on a transpiré. On galère tout à. Ça tient avec un aimant. Ça tient avec un aimant devant. Ça résiste même. Ça résiste très bien. C'est un accessoire qui vient d'Europe du Nord. Et en fait, ça fait comme des clips et des aimants. Donc, pour les mettre, c'est comme des aimants. Mais en fait, quand on tire après, on voit vraiment que ça fait comme des clips. Ça ne bouge absolument pas. Les bretelles... Contacter Venus Williams. Bon, un problème, et je pense qu'on va en parler quand on va parler de branding, de marketing et de commercialiser sa marque, c'est qu'elle est gros. Donc, on se confronte... Plus forts. qui ont pas mal d'argent. Tout à fait. Qui ont beaucoup d'influence. Parce que moi, je vois très bien, justement, une tenniswoman faire la promotion de Kala Sportswear, du coup. Moi j'aimerais bien, j'ai essayé, pour l'instant j'ai pas réussi, mais parce que c'est que le début, parce qu'en fait elles sont sponsorisées par les gros qui ont plus de moyens à leur offrir, alors que moi pour l'instant j'en suis qu'au début. Donc et c'est qui tes concurrents aujourd'hui à ton échelle? Là par exemple pour les tenniswomen, c'est Etam qui a repris juste avant les Jeux Olympiques pour sponsoriser les tenniswomen françaises. Et en fait Etam, oui c'est mon concurrent, mais finalement quand je vais voir leur brassière, ils s'arrêtent à un L ou un XL qui correspond quasiment à ma taille. C'est pas le même niveau de prix, parce qu'elles ont un certain prix. Tout à fait. Moi, je suis un brassière haut de gamme parce que 1 an et demi de recherche et développement, ça a une valeur. C'est pas du travail qui a été en l'air. Pendant 1 an et demi, j'ai fait que ça, me concentrer sur le développement. Mais on peut savoir le prix du coup? Oui, tout à fait. 169 €. 169 €. Avec. C'est quand même un vrai budget. Ouais, c'est un vrai budget. Mais en fait, quand je parle aux sportives, il faut juste le remettre en contexte. C'est-à-dire que quand on fait de la course à pied, par exemple, moi c'est mon sport actuel, on va acheter des chaussures. Et on va pas regarder le prix. En fait, on va aller dans le magasin, on va aller tester. Si le vendeur, il va nous dire, ton pied, il est plus vers l'intérieur, plus vers l'extérieur, on va dire, oui, ok, je vais prendre les meilleures chaussures. Et en brassière, on n'a pas encore cette psychologie de, il faut que je prenne la meilleure brassière pour pouvoir faire mon sport sans souffrir. Surtout que ça fait mal, c'est ça. Mais totalement. C'est comme courir avec des chaussures trop petites. C'est comme porter son maillot de bain humide toute la journée sans pouvoir se changer. C'est vraiment tous les inconforts du quotidien. Et pour des femmes qui font du sport quasiment tous les jours, voire qui ont un métier physique où elles bougent, tels que des infirmières, des pompiers, enfin tous ces métiers physiques, en fait c'est un problème horrible. Et elle est censée durer combien de temps Elle est franchement hyper durable. Moi j'ai pris une matière... C'est ça que j'allais dire, parce que, alors oui c'est un prix, mais si tu achètes des soutifs classiques, pardon, parler comme ça, et qu'au final t'es compressé, t'as mal, et 2 du coup ça s'abîme plus vite. Souvent ça se déforme, moi je trouve en 6 mois un soutif classique. Moi ma brassière, j'ai pris une matière qui coûtait assez cher mais qui est très solide, donc déjà elle va pas devenir transparente à force de l'usure. Comme c'est quoi comme matière? C'est du polyamide, donc comme ce qu'il y a sur les brassières des grandes marques, parce qu'il faut un truc respirant quand même, mais il est très épais, donc en fait il est plus lourd, donc ce qui fait qu'il est moins élastique, donc il y a moins de rebond de la poitrine, et en même temps il va pas devenir transparent, et donc ça c'était un point hyper important. Donc il est respirant, mais plus épais. Il n'y a pas de coque, ce qui fait que quand on transpire, il n'y a pas la coque à faire sécher, c'est que la matière à faire sécher. Et donc ça,
moi, ça fait 2 ans que j'ai le premier prototype, donc au niveau du maintien, le premier prototype n'est pas incroyable, mais je l'ai maltraité en machine, je l'ai mise en eau de mer, en chlore, je l'ai mise dans toutes les conditions où il ne faut pas la mettre si on veut la garder longtemps. Ouais. Ça fait 2 ans, elle est là. Elle n'a pas bougé d'un poil. C'est breveté ? J'ai pas pu breveter parce qu'en fait, en soi, j'ai rien inventé. J'ai inventé un nouvel usage de la brassière. J'aurais pu breveter l'assemblage, ouais, le fait de la mettre par devant, mais les gros avaient déjà commencé à développer des produits un petit peu similaires qu'ils ne commercialisent pas en France, en tout cas, parce que je les ai jamais vus en vrai. Ouais. Mais du coup, c'était pas brevetable. Donc ça, c'est un peu un problème aussi où quand je négocie avec des fédérations ou quand je suis juste en discussion avec eux, ils me disent c'est breveté ? Non, ouais. Du coup, on va pas pouvoir. Ouais. Et encore une fois, même si c'est pas breveté, tu nous expliques que toi, ton segment, au final, il commence là où celui Mais des tout autres s'arrête. Ça sert à rien de se combattre face aux grandes marques. Enfin, je ne gagnerai jamais. J'ai pas leur budget marketing, j'ai pas toute leur communauté. Donc en fait, moi, je viens chercher les femmes qui sont insatisfaites par ce qu'elles trouvent, dont moi, en tant que cliente. Comme ça, déjà, moi, je comprends mieux les problématiques. Et en fait, je viens chercher ces femmes qui veulent faire du sport, mais qui en fait parfois ont arrêté parce qu'elles avaient trop mal à la poitrine. J'ai une de mes mannequins sur mon shooting qui avait 18 ans qui m'a dit mais Alix, j'ai arrêté le sport parce que j'ai trop mal. 18 ans. Mais c'est et juste en fait c'est devenu normal et on a de la poitrine donc on va pas faire de sport. Donc moi je viens plutôt chercher ces femmes là et donc c'est pour ça que j'ai un prix plus élevé, mais en fait toutes me disent mais si c'est pour acheter un produit qui est confortable, qui me maintient, qui arrête de me brûler de tous les côtés, que j'ai pas envie d'enlever au bout de 10 minutes, que je peux garder toute la journée et me sentir bien, go. À quel moment on se dit qu'on va franchir le pas ? Moi je suis toujours fasciné parce que c'est bien d'avoir l'idée, mais c'est quand qu'on se dit c'est bon, j'y vais, dans l'entrepreneuriat. Franchement, j'étais pas vraiment partie pour me lancer sur un projet entrepreneurial. Parce qu'encore une fois, moi, les gens que je connais, ils vont faire leur classe justement dans les grandes firmes. Et après, ils se lancent éventuellement tout seuls. Et encore. En fait, moi, les étoiles se sont alignées. J'ai un peu l'impression que c'est ça. Je finissais mes études donc j'ai ce projet de cours entrepreneurial où on teste l'idée. Et finalement, je me rends compte qu'il y a un vrai business, que ça plaît bien. Et donc, mes profs m'ont accompagnée sur tout le début de mon aventure. Ça a été incroyable. Merci à eux. Et j'ai un de mes copains qui se fait targeter sur Instagram par un appel à projet, qui me dit mais Alix, postule, tu verras bien. Donc j'y crois pas trop, je postule, je suis prise. Et cet appel à projet, c'était Talent 2024, c'est un appel à projet coporté par la ville de Paris et Paris 2024, dans l'optique des JO qui arrivaient donc de 2 ans après. Toi, t'as porté la femme, toi. Et voilà. Donc, en gros, ça a commencé en février 2023 où j'ai remporté une bourse de 10 000 €. Donc, un début de projet, c'est juste incroyable. Et ensuite, on a été accompagnés. On a eu des réunions avec Paris 2024 sur voir comment on pouvait être intégré dans les JO. J'ai eu l'opportunité de porter la flamme à Paris le 14 juillet. C'était magique, en fait. C'est une fois dans une vie que ça peut arriver. Je me suis réveillée le matin. Donc, je regardais à la télé l'arrivée de la flamme à Paris. Et je me suis dit, mais dans 3 heures, c'est à moi. C'est à moi. Et du coup, il y avait même, j'ai vu après coup qu'à la télé, il y avait quelqu'un qui a présenté le projet. Et j'étais là, ok, donc quand même un peu la classe. Et donc après, pendant les JO, j'ai donné des cours de sport sur la terrasse des Jeux, donc sur le parvis de l'hôtel de ville. Donc 15 fois au total sur tous les JO et les Paralympiques aussi, où on a fait une séance d'1 heure de sport le midi, donc pour les Parisiens, pour les touristes, et c'était pour promouvoir le sport fun et santé en même temps, parce qu'on peut bouger et s'amuser. Donc on avait une playlist assez cool avec des exercices accessibles à tous, avec différents niveaux, et on était 1 ou 2 sur scène pour motiver les gens à faire du sport. Et il n'était pas question que tu fasses porter tes brassières par une ou des athlètes ? J'ai pas réussi. Franchement, c'était hyper compliqué parce qu'en fait, il y avait Decathlon et le Coq Sportif qui étaient les 2 gros sponsors. Donc j'ai essayé. C'est vrai qu'il n'y a pas que les Américains, parce que tout à l'heure on parlait des Américains, tout ça. Non, il y a les Français aussi. Les Français. Et c'était assez difficile. Donc j'étais trop petite, surtout ma production n'était pas prête. Elle a été prête juste après les JO. C'est ça qui a fait que j'avais pas de pouvoir de négociation. Mais au moins, je sais qu'ils savaient qui j'étais. Même si les athlètes m'ont pas porté, je me suis dit c'était trop tard pour 2024, mais c'est pas grave, il y a 2028. Et ça t'a apporté des retours ? Ça m'a apporté beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, ça c'est sûr, parce que déjà il y avait mon QR code tous les midis sur la terrasse des Jeux qui était projeté, et moi en live pendant 1 heure qui avait le droit de parler de la marque, parce que même si j'avais pas pu donner les brassières, je pouvais en parler, je pouvais me balader en brassière. Donc c'était un peu le crash test en physique devant tout le monde. Donc ça c'était assez incroyable. Malheureusement la production est arrivée juste après les JO, donc en termes de vente il n'y a pas eu de retombées énormes, mais en visibilité ça c'était chouette. Et de toute façon pour
combattre les gros, il faut être connu et donc il faut se faire connaître sur les réseaux sociaux, en ligne, etc. Comment se passe le processus de création? Est-ce qu'il est compliqué du coup? Parce que tu dis que tu as tenu à faire un beau produit avec des bons matériaux, il faut assembler tout ça, du coup ça met du temps à... Tu parlais justement de la production, tu mets du temps à le produire à chaque fois, chaque pièce? Ça a été très long au début parce que j'étais exigeante. Je voulais pas faire un produit moyenne gamme comme ce qu'on trouve déjà parce que sinon ça aurait jamais marché. Je voulais vraiment un produit hyper quali. Donc en fait, 1 an et demi de recherche et développement, c'est 1 an et demi sans vendre, 1 an et demi à venir faire essayer des femmes où parfois elles ne rentraient pas dans la brassière alors que sur le papier c'était leur taille. Et donc il y a beaucoup de moments où on se dit bon, on va peut-être s'arrêter parce que là ça veut dire qu'il faut relancer un prototype, voir si c'est la matière qui va pas ou est-ce que c'est le design qui va pas. Donc est-ce qu'on change même le design, donc le dessin de la brassière. Donc ça a été assez long, mais en fait c'était une période que j'adorais parce que toutes les semaines j'apprenais des nouvelles choses avec ma styliste qui m'expliquait pourquoi là ça fonctionnait pas et donc on a vraiment cherché des solutions. On a fait appel à 2 autres stylistes pour avoir vraiment un point qui était au sein de l'école ou non, alors rien à voir. J'ai cherché sur Google, donc que j'ai trouvé comme ça, que j'ai contacté et qui surtout étaient prêts à travailler avec moi parce que la plupart c'était oui, on verra en 2025 alors qu'on était en 2023. C'était un peu long. Ça m'arrange pas. Voilà, exactement. Donc en fait ça a été très long mais hyper enrichissant parce que j'ai eu de la chance d'avoir une styliste qui m'expliquait vraiment là ça c'est ça qui va pas, c'est la couture qui va pas, là elle est pas au bon endroit, là le tissu il est pas assez tiré, etc. Donc c'était hyper intéressant. Et après, toute la production a été assez rapide parce que ma styliste travaillait dans un atelier de production. Donc une fois qu'on a donné le top départ, c'était commander la matière, faire la coloration de la matière. Et où est-ce que tu fais fabriquer en banlieue parisienne. Donc mon atelier est dans Paris, dans le 13e, ça s'appelle Coco et Rico. Et ils ont des partenaires en Île-de-France, donc juste en dehors de Paris. Et donc la production était locale. C'est aussi pour ça que j'ai un produit. Pourquoi tu tenais justement à ce que la production soit locale? Déjà, dans un premier temps, mieux contrôler ton produit? Moi, il y avait cette peur de me faire voler l'idée, pas en parlant aux gens. En France, ça, c'est pas quelque chose qui me faisait peur. C'était plus en l'envoyant à l'étranger, je me disais, ok, peut-être que en fait, mon projet va jamais revenir parce que j'avais parlé avec pas mal d'entrepreneurs et ça leur était arrivé même en Europe. Donc, moi, je me suis dit, ok, il y a ce côté sécurité en France où les contrats sont en français, donc il y a quand même quelque chose qui est beaucoup plus simple parce que j'ai pas fait d'études de droit, donc les contrats c'est un peu obscur. Et il y a aussi la génération post-Covid, dont on s'est rendu compte que quand ça vient de France, en fait, il y a une sécurité où ça sera toujours fourni. Donc, il y avait aussi cette prise de conscience. Et j'ai rédigé mon mémoire de fin d'études sur les impacts sociaux et environnementaux de l'industrie textile. C'était un sujet qui me tenait à cœur. Oui, forcément, j'ai consommé de la fast fashion, j'ai acheté des vêtements qui coûtaient rien, mais qui en fait en 1 mois et demi étaient totalement déformés, bousillés, exactement. Et je me suis dit, moi, si je fais quelque chose, je veux que ça soit fait en France. Donc là, tout le monde m'a dit, mais t'es folle, fais-le en Europe, ça coûte 6 fois moins cher. Oui, peut-être, mais en attendant, je suis hyper contente de mon SAV avec mon atelier, parce que je leur ai dit, ça va pas, ok, on refait. Et en fait, je passais un coup de téléphone et ok, je passe. Et parce que c'est à 30 minutes de chez moi. Et ça avait ce côté rassurant aussi de travailler avec des personnes en physique. Alix, tu restes avec nous s'il te plaît. C'est la loupe d'Alix. On quitte la banlieue parisienne, la région de France, on met le cap sur le Calvados où un jeune talent a fondé sa propre maison de couture. Et oui, il s'appelle Hugo Keval, il n'a que 18 ans. Il est originaire de... Oui, toujours plus de pression. Il est originaire de Garcelles-Secqueville depuis qu'il a 16 ans. Il consacre son temps libre à la création, 2h30 par jour en semaine, bien plus le week-end. Et avec l'aide de sa tante qui lui offre une machine à coudre, il se lance dans ses premières pièces. Il a appris les techniques de base en autodidacte, 100% autodidacte grâce à des tutoriels en ligne. Et puis, il a progressivement transformé le garage familial en atelier, et je crois que c'est toujours le cas d'ailleurs. Vous êtes content des parents. Oui, son travail allie haute couture et prêt à porter des pièces qu'il partage sur les réseaux sociaux. Up until
en mai dernier, il a organisé un défilé près de Caen, dans un château. Il y a présenté 41 pièces, dont 18 étaient haute couture. Une collection riche en petites anecdotes parce que chaque robe incarnait en fait une année de sa vie. Cette initiative marquait en fait le lancement officiel de sa marque, Keval Couture. Hugo a choisi de rester en Normandie pour développer sa marque, on en parlait, et démontrer qu'il est possible de créer hors des grandes capitales de la mode. Il espère inspirer d'autres jeunes, en particulier ceux éloignés des grands centres urbains, à croire en leurs projets dans ce secteur plutôt inaccessible. Alix, tu envisages des défilés aussi ? Oh bah, c'est un peu un rêve, hein. Franchement, quand je suis arrivée à l'étape déjà du shooting de ma marque en mai dernier, j'étais comment alors du coup? Parce qu'on a vu les images, on peut les revoir d'ailleurs les images. Hein. J'étais cool. Comme une petite fille. Au tout début de la marque, moi ce qui me faisait rêver c'était l'étape shooting, imagination de tout ce que je pouvais faire. Donc j'ai une copine entrepreneur qui est photographe et directrice artistique avec qui j'ai travaillé pour le shooting. Et en fait on a créé des mood boards qu'on a vus, revus, etc. Donc après j'avais fait, donc j'avais 10 mannequins, non on était 8. Et ensuite, j'avais fait imprimer, donc c'était dans mon appartement, j'avais enlevé tous mes meubles, donc finalement on fait tous un peu comme on peut au départ. Et j'avais imprimé sur ma porte de salon tout le planning avec heure par heure, quelles photos on allait faire, qui était en photo, qui était en coiffure, qui était en maquillage. Et donc c'était pas un défilé, mais franchement c'était tout comme. Ah ouais, c'était incroyable. Et de voir le résultat des photos après, des produits mis en valeur, toutes ces femmes qui étaient maquillées, coiffées, pas comme on a l'habitude dans la vie de tous les jours, et elles étaient juste sublimées et elles-mêmes. On n'a pas retouché les formes, on a uniquement retouché si le produit était un petit peu froissé, etc. C'est les seules retouches qu'on a fait, et le corps on l'a laissé tel quel. Si on a des bourrelets, on a des bourrelets, si on a le bras qui pend, on a le bras qui pend, etc. J'ai voulu laisser les femmes naturelles pour qu'on arrête de voir tous ces shootings photos où on se dit mais moi j'aimerais bien être comme ça. Et en fait on est. Et toi aussi tu poses pour ta marque, tu veux l'incarner? Ouais, tout à fait. J'aimerais, depuis le début, déjà, comme je suis la seule fondatrice, forcément, c'était moi l'image de marque. Et c'est vraiment une volonté de l'incarner. Parce que si moi, j'ose pas me mettre en brassière et incarner la marque, en fait, personne ne le fera derrière. C'est oui, peut-être que pour certaines personnes, elles vont dire oui, mais elle a pas de forme. Bah oui, mais peut-être que moi, en fait, ça me complexe. Et c'est chacune à notre échelle. On va être complexé par différentes choses. Et on s'en fiche. On peut aller faire du sport en brassière si on a envie, et c'est tout. Et voilà, on n'a pas à avoir honte de notre corps. On vit avec quand même tous les jours, donc faut l'aimer. Quelles sont les valeurs de ta marque, justement? C'est ça, ces valeurs, on en parlait au début de l'émission, d'authenticité? Ouais, l'authenticité, très clairement. Pour moi, Kayla, c'est un mot qui veut dire... c'est un prénom qui veut dire se challenger, se dépasser. Donc quand j'ai su que ça voulait dire ça, j'étais là, c'est les mêmes valeurs que je veux mettre dans la marque. Donc ok, c'est bon, on va s'appeler Kayla. C'est de quelle origine, Kayla? C'est un prénom irlandais. Donc ça, c'est la signification irlandaise. Mais c'est aussi un mot qui veut dire sport en khmer, parce que mon frère a vécu au Cambodge pendant 2 ans. Et c'est un peu sa pierre à l'édifice de mon projet. Donc je trouvais que c'était un mot qui amenait deux valeurs importantes pour moi. Et donc voilà, c'est... J'ai lu d'ailleurs que tu voulais, plus qu'une marque, tu voulais lancer un mouvement. Ouais, j'aimerais qu'enfin on voit des sportifs qui ont des formes, parce que dans la vie de tous les jours on a des formes, et qu'on arrête de se cacher, et que les marques, oui, elles commencent à faire un peu de shooting avec des femmes qui ont des formes, mais... Ça commence à changer, ouais, on a vu. C'est assez limite quand on va en salon, quand on va voir des défilés, il y a encore dans le sport, une seule, quoi. Et dans le sport, quasiment rien. Pas du tout, et en fait, par exemple, j'avais lu un article d'une tenniswoman qui disait moi à 13 ans j'ai fait une réduction mammaire parce que sinon je pouvais pas devenir professionnelle. Et je me dis mais c'est pas possible. Oui, je comprends la perte en vitesse pour le tennis, etc. à cause de la douleur. En vitesse, la douleur, peut-être aussi pour le dos ensuite. Exactement. Ça, mais en fait, à 13 ans, on peut pas faire une réduction mammaire, c'est pas possible. Et donc moi je veux que les femmes, ça soit comme celles qu'on voit dans la rue, dans le métro, partout, et qu'elles soient représentées, et qu'on arrête de se dire ah oui, mais en fait la taille moyenne en France c'est un 34. Non, pas du tout, la taille moyenne en France c'est un 42. Et toutes les marques, elles sont restées sur un modèle de base qui est un 38, un 36 ou un 38, et ensuite elles font les tailles en dessous et au-dessus. Donc forcément, quand on arrive au 42, c'est totalement difforme, ça convient pas du tout aux femmes. On a de moins en moins une petite taille et des hanches, on est de plus en plus droite, génétiquement parlant, toutes. Et en fait, personne n'a pris ça en compte. Ça reste sur un modèle... puisque tu disais, les brassières dans le sport, c'est souvent S, M, L. Alors en fait, c'est pas du tout adapté. On peut être hyper fine et avoir de la poitrine, parce qu'on peut être très fit et très sportif, très musclé et avoir de la poitrine, tout comme on peut avoir des formes et pas de poitrine. Et en fait, 2 personnes vont rentrer dans un XL, alors qu'il y en a une qui va avoir un tour de dos minuscule et une qui aura pas de poitrine, quoi. Du coup, tu développes
Le même modèle ou il y a quelques modèles différents, il y a des variantes? J'ai 12 tailles. D'accord. 12 tailles, mais c'est 12 fois le même modèle? C'est le même modèle qu'on a par contre vraiment, pendant 1 an et demi, on a travaillé sur cette gradation qui est mathématique sur le papier, mais concernant la poitrine, on ne va pas du tout... par exemple, passer de 3 cm à 3 cm, ça va être vraiment, ça va se déformer, on va avoir besoin de plus de tissu sur le bonnet, puis à un moment, on aura besoin de plus d'écart ici. Enfin, en fait, c'est plus du tout mathématique au bout d'une certaine taille, et c'est quasiment à partir du bonnet dès que c'est pas mathématique. Donc moi, en fait, j'ai eu quasiment mes 12 tailles qui ne sont pas mathématiques et qu'on a bien galéré à développer, et on a réussi. Alors justement, Alix, t'as le sentiment d'avoir fait le plus dur ou le plus dur commence maintenant? C'est une bonne question. Ah, désolé. Moi, je te pose une question un peu vache à la fin, tu sais. Tout à fait. Non, mais c'est vrai que tu dis depuis le début que les planètes s'alignent et tout ça, et moi, je suis admiratif de pouvoir se lancer, encore une fois, si jeune, et de croire en ses rêves. Moi, je suis encore une fois très admiratif. Et je me dis là, du coup... je pense que le plus dur, techniquement, a été fait, parce que maintenant, j'ai créé les bonnets et j'ai créé mes brassières, donc... Le plus dur techniquement est fait. Donc maintenant c'est ta partie. Mais maintenant c'est ma partie. Mais c'est le marketing, c'est la commercialisation. Et en fait, dans le meilleur des mondes, on imagine que oui, on va se faire connaître sur Instagram comme ça en 2 secondes. Bah pas du tout. Finalement pas du tout. C'est une partie qui est pas facile. On a un peu l'impression d'être un shark tout le temps, de chercher à vendre. Et en fait, il faut réussir à trouver des moyens pour mettre en avant le produit sans saouler les gens, sans les harceler. Et Mais les sportives que tu as approchées, tu sentais qu'elles étaient à l'aise avec ce sujet ou que c'était délicat de communiquer là-dessus? J'ai la chance d'avoir une de mes égéries qui est championne du monde de free fly, donc de saut en parachute, Domitille Kiger. Et donc je crois que c'est elle qui m'a contactée sur Instagram, je ne sais même plus. Et elle est venue à un des essayages. Et puis après, je lui ai dit, tu peux venir au shooting. Et en fait, on a vraiment tissé presque un lien d'amitié et de collaboration et d'amitié. Et elle était là, mais attends, mais moi, dans mes copines, mais il y en a plein des sportives. Et elle était hyper à l'aise avec le sujet et en mode, mais oui, mais on en parle tout le temps, que c'est l'enfer. Et donc, en fait, entre sportives, elles en parlent. Et dès que j'en parle, elles me disent pas, ah non, mais je peux pas. Et en fait, elles sont hyper à l'aise, quoi. Le seul problème, c'est que la plupart sont déjà sponsorisées. Donc il faut réussir à percer ce plafond de verre. Mais je vais y arriver, on y croit. 2025, c'est une très belle année qui va arriver. Nous, on croit en toi. Merci. 2 Alix pour le prix d'une, c'était magnifique. Merci ma chère Alix. Alix, on rappelle ta marque. Alix Capocci, fondatrice de Keyla, K-E-Y-L-A, Sportswear. Tout à fait. Vous pouvez aller voir sur le site internet, j'imagine, pour vous renseigner. Et pour commander, il y a donc, on a dit, 12 graduations? Oui, 85D au 110G. C'est tout retenu. Alix, on se retrouve demain. À demain. Merci pour cette émission ô combien inspirante. À très bientôt. Merci.